Récemment, je parlais avec d'autres investisseurs en crowdlending qui crachaient sur certaines plateformes parce qu'ils y avaient perdu de l'argent. Alors, moi, dans le feu de la conversation, j'ai fait un peu pareil. Et puis, au bout d'un moment, je me suis posée, j'ai pris un peu de recul et je me suis rendu compte que c'était pas forcément très malin de ma part. Parce qu'en fait, quand on veut minimiser le risque, on parle souvent des plateformes, moi la première, mais le risque, le vrai risque, il est ailleurs. Alors le risque quand tu investis en crowdlending, il est à 3 niveaux. Tu as le risque au niveau de la plateforme, tu as celui lié à l'emprunteur et puis tu as le risque lié à l'initiateur de prêt. Bon, dans cette vidéo, je vais surtout me focaliser sur l'un de ces 3 niveaux, celui d'initiateur de prêt. Je te dis pourquoi dans un instant, mais déjà je voudrais te parler rapidement du risque qu'il peut y avoir au niveau de la plateforme. En fait, il y a 2 aspects à prendre en compte. Tu peux perdre de l'argent sur une plateforme, soit parce qu'elle n'est pas assez sérieuse ou tout simplement pas assez solide. Et même dans ce genre de situation, en principe, quand elle fait faillite, tu as des recours en fait pour récupérer tes sous chez les sociétés de prêt concernées, même si c'est pas les doigts dans le nez. Attention, là je fais bien la différence entre la plateforme et l'initiateur de prêt. Évidemment, c'est différent quand les deux font partie de la même entité. Soit, et là tu as un vrai problème, c'est une arnaque. Et là ton argent, tu le récupéreras probablement pas parce que les recours, t'en as pas vraiment en fait. Alors la question des arnaques ou des scammers, comme on les appelle communément, je l'aborderai pas ici. En l'occurrence, j'ai déjà fait une vidéo où j'aborde ce sujet dans le détail et notamment je te dis comment tu peux t'en prémunir. Si tu l'as pas déjà vu, je te conseille vivement d'aller y jeter un œil parce que les arnaques en crowdlending, elles existent toujours malheureusement et c'est super important que tu saches les reconnaître. Je te mettrai un lien en description et je te mettrai aussi une checklist à télécharger pour te permettre de repérer facilement une arnaque. Maintenant, qu'en est-il des 2 autres? Donc le risque au niveau de l'emprunteur et celui lié à l'initiateur de prêt. Bon, faut savoir que le risque lié à l'emprunteur, c'est le moins impactant en fait, j'ai envie de dire. Parce que les emprunteurs qui rembourseront leurs prêts en retard ou qui feront défaut, t'en auras toujours, c'est inévitable, c'est le jeu. Et en fait, vu que c'est l'initiateur de prêt qui collecte les remboursements emprunteurs pour te payer via la plateforme, c'est lui qui redistribue les fonds. Donc en fait, à partir du moment où l'initiateur de prêt assure son rôle correctement, la question du risque lié à l'emprunteur, elle prend tout de suite vachement moins d'importance. Ce que je veux dire, c'est qu'il est beaucoup plus important de choisir des prêteurs solides que de choisir des prêts fiables individuellement. Et voilà pourquoi je vais te parler de la question de l'initiateur de prêt ici, parce qu'en fait, le risque le plus important, il est à ce niveau-là. Sauf, encore une fois, quand la plateforme, c'est une arnaque, suspectée ou avérée. Si tu as une expérience du crowdlending, ça t'est peut-être déjà arrivé de perdre de l'argent à cause de sociétés de prêt qui se sont avérées pas fiables, alors que la plateforme a continué de se porter comme un charme. Le meilleur exemple, c'est Mintos, plateforme sur laquelle j'ai eu l'insigne honneur de faire cette expérience. D'ailleurs, a priori, la majorité des gens qui ont perdu de l'argent sur Mintos, c'est au même moment que moi, en 2020, quand on a vu facile une bonne dizaine de sociétés de prêt qu'on fait faillite, ou qui se sont retrouvées dans des situations super compliquées pendant la crise du Covid, ce qui a posé un vrai problème chez les investisseurs sur cette plateforme à l'époque. Alors on a pu récupérer un peu d'argent, mais pas tout, et de loin. Bon, il y a eu d'autres malheureux épisodes depuis, par exemple récemment t'as Kviku, un prêteur russe qui marchait a priori très bien, jusqu'à la guerre évidemment, où non seulement les sanctions économiques imposées ont vachement freiné les remboursements, mais en plus cette société de prêt a décidé, toute seule dans son coin, de convertir sa dette en roubles et de ne rembourser que le capital et pas les intérêts. Donc en gros, on fait ce qu'on veut et on t'en... Tout ça pour te dire que nous, investisseurs, avec des prêteurs qui font défaut, on aura perdu de l'argent et pourtant, les places de marché, c'est-à-dire les plateformes sur lesquelles on les retrouve, continuent de bien tourner. Alors on peut tout à fait les incriminer, ces plateformes, et les détester de tout son cœur, mais si on arrive à prendre un tout petit peu de recul et si on reste factuel, on se rend vite compte que certes, la plateforme a son rôle à jouer dans la sélection des initiateurs de prêt avec lesquels elle travaille, mais que nous, en tant qu'investisseurs, on peut pas y aller les yeux fermés. On a notre part de responsabilité à assumer et on doit mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux minimiser le risque, autant tu dois vérifier un minimum la plateforme, autant c'est encore plus important de regarder l'initiateur de prêt avant de placer tes billes. Maintenant, la grande question, comment on fait? Ou en l'occurrence, comment j'évalue un initiateur de prêt? Alors là, on va regarder quelques éléments qui sont pas durs à trouver. En principe, c'est le genre de renseignements auxquels tu as accès tout de suite sur la plateforme qui les liste. En clair, t'as pas besoin de te faire chier à rechercher. D'abord, tu as l'ancienneté de l'initiateur de prêt. Alors ça, c'est un indicateur assez fort pour se faire une idée de la fiabilité d'un initiateur de prêt. Logique, plus la boîte est établie depuis longtemps, plus tu as d'historique pour évaluer sa crédibilité. Moi, j'ai tendance à estimer qu'à moins de 50 bouteilles, il y a un risque vachement augmenté. Ensuite, tu as la diversification sectorielle et géographique, que tu n'auras généralement pas si tu prends un initiateur de prêt tout seul. Donc ce genre de truc, c'est plutôt à regarder quand c'est un groupe, c'est-à-dire plusieurs prêteurs qui opèrent sous un groupe. T'en as plein des comme ça. Alors bon, tu peux partir dans des réflexions sur tel ou tel secteur, si la conjoncture est avantageuse ou pas,
Mais si tu comptes investir à long terme, tu sais que c'est cyclique. Donc à mon sens, la meilleure carte à jouer, c'est de ventiler. Pareil pour les questions géographiques. Quoique là, tu peux quand même évaluer le niveau de risque pour les pays concernés. Tu as des sources pour ça. Je t'en mettrai une en description de cette vidéo qui peut être assez pratique. Quoique là aussi, il faut faire attention parce que tu peux te retrouver face à des surprises. On l'a déjà vu. Après, tu as les rapports financiers de la boîte et encore mieux du groupe financier derrière quand il y en a un. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est vrai pour une plateforme, mais ça l'est encore plus pour un initiateur de prêt. Et de ce côté, c'est bien de regarder si la boîte fait des bénéfices, évidemment, mais aussi son niveau d'endettement et de liquidité, enfin de trésorerie. Ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui va déterminer la capacité d'un prêteur, entre autres, à honorer ses engagements vis-à-vis de toi, investisseur, et donc à rembourser ses dettes, mais aussi quand il te propose une garantie de rachat. Et puis le quatrième critère, c'est ce qu'on appelle le skin in the game. Bon, j'ai pas le terme en français, si tu l'as, je veux bien que tu me le mettes en commentaire. En gros, ça dit combien en pourcentage la société de prêt investit elle-même dans les prêts. En d'autres termes, c'est un indicateur de son niveau d'engagement dans les prêts. Souvent, tu les trouveras avec un engagement de pas plus de 5%, mais tu peux en avoir aussi qui s'engagent à hauteur de 30%. Dans ces cas-là, c'est quand même plus rassurant. Maintenant, ces 4 critères que je viens de te donner, c'est pas les seuls. Il y en a d'autres qui ont aussi leur importance, mais qui seront pas systématiquement mis à disposition sur les plateformes, et donc qui peuvent te nécessiter quelques recherches. Bon, j'ai pas envie de rendre cette vidéo indigeste, donc j'irai peut-être un peu plus loin dans le détail dans une autre vidéo. Par contre, si tu devais retenir qu'une seule chose ici, c'est que quand tu investis en crowdlending, arnaque mise à part, le risque se situe en premier lieu au niveau de la société de prêt. Et que si tu devais vérifier un seul aspect avant d'investir sur une plateforme, c'est bien celui-là. Quand bien sûr tu t'es assuré que la plateforme c'est pas un scam. Et pour vérifier cet aspect-là, comme je te disais tout à l'heure, je te renvoie à la vidéo où j'avais abordé le sujet et à la checklist qui te permettra de repérer facilement une arnaque. Tu auras les liens en description.